Connaissance, recherche, sciences, Et si en mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Bonjour et merci beaucoup d'être ici. Comme c'est prévu, il y a 15 jours, je vais parler aujourd'hui en anglais. C'est un peu plus facile pour moi d'être plus précis en utilisant ma langue maternelle. Et comme vous savez, le Collège de France, sur le site, il utilise tous les deux langues, mais je devrais m'excuser parce que je comprends très bien, c'est le Collège de France. Et le Collège de France, on utilise le français. Mais j'espère, je suis sûr qu'il y aura une traduction très claire avec un français très élégant. Alors, vous avez le choix de mon anglais ou le français très élégant de Catherine et Agnès qui sont nos traducteurs. Alors, deuxième chose, à la fin ou même dans la pause, il y a une enquête pour les auditeurs. Le Collège de France a envie de comprendre les clientèles, les gens, où sont les gens qui sont ici. Alors, je voudrais vous demander d'utiliser cette enquête. Il faudrait deux petites minutes pour le remplir. Alors, voilà. Now I'm going to speak. Voilà, donc maintenant je vais m'adresser à vous en anglais. Comme je viens de le dire, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer en anglais, surtout lorsque j'utilise un langage qui est un petit peu plus technique. Est-ce que vous entendez bien? Ça marche bien. C'est le canal 1 pour la traduction en français. Est-ce que vous entendez bien? Oui? D'accord, très bien. En tout cas, il semblerait que ça fonctionne pour un certain nombre de personnes du public. C'est le canal numéro 1 pour la traduction en français. Canal numéro 1. Le numéro 1 pour le français, oui. Il y a un petit bouton qui permet de sélectionner les canaux sur le côté du casque. Canal 1. Est-ce que vous entendez? Nous avons une matinée très chargée. La dernière fois que nous nous sommes vus, j'ai essayé de décrire les risques associés au changement climatique. Et cette fois-ci, je voudrais essayer de mieux comprendre ou de partager avec vous notre compréhension de l'évaluation des risques et d'apporter des valeurs éthiques à cette compréhension des risques, de sorte que nous puissions prendre des décisions fermes dans le domaine de l'analyse des risques en lien aux valeurs éthiques que nous voulons apporter à la résolution de ces problèmes. Cela fait partie de toute analyse politique. Il faut comprendre les conséquences et les répercussions de nos actions et apporter des valeurs éthiques à ces répercussions, à ces conséquences pour essayer de comparer différentes politiques et leurs conséquences en se reposant sur ces valeurs éthiques. Dans le domaine du changement climatique, c'est une véritable gageure. Je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup plus difficile dans le domaine du changement climatique que dans d'autres domaines. Pourquoi est-ce beaucoup plus difficile que dans les autres problèmes de politique économique auxquels nous sommes confrontés? Je voudrais commencer par cette citation de mon ami
et enseignant, Amartya Sen, qui vient à Paris de temps en temps et qui a très clairement mis en évidence et souligné le fait qu'il était très important de faire en sorte que les valeurs implicites de votre analyse politique deviennent explicites et qu'elles fassent l'objet d'une discussion. Il ne s'agit pas uniquement de les rendre explicites. Il faut en discuter. C'est tout à fait clair. Je pense que c'est une critique que l'on peut apporter à l'économie. On ne le fait pas suffisamment. Soit on peut faire semblant de ne pas utiliser des valeurs, donc elles sont implicites, ou alors, lorsque nous rendons ces valeurs explicites, on les déclare très rapidement, donc c'est toujours mieux qu'elles soient explicites qu'implicites, mais on les déclare très vite et elles ne font l'objet d'aucune discussion. Et je pense que c'est une erreur de façon générale et ce serait particulièrement trompeur de ne pas les rendre explicites et de ne pas en débattre dans le domaine du changement climatique. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Nous allons commencer par une description des défis et des perspectives éthiques qui sont particulièrement aigus dans le domaine du changement climatique. Ensuite, je vous parlerai de l'actualisation du futur, qui est un sujet épineux dans ce domaine, c'est-à-dire quelle valeur, quel poids relatif aux bienfaits, aux coûts des actions à l'avenir par rapport aux bienfaits ou bénéfices et coûts des actions actuelles. Avec ces deux premières parties sur les valeurs éthiques et l'actualisation du futur, nous essayons de voir comment associer les risques et les valeurs de façon à en tirer des jugements, des conclusions, et ensuite ce que cela signifie pour les cibles et les affectations aux cibles. Et puis, je ferai un commentaire très synthétique sur le scepticisme de certains dans le domaine du changement climatique. Et puis, enfin, j'évoquerai de ce que cela implique pour les indicateurs nationaux que nous devrions mettre en place. Donc, voilà pour le plan du cours de ce matin. Je vais essayer d'avancer rapidement. On devra avoir une petite pause de 5 minutes vers 11 heures. Et si je suis suffisamment synthétique et rapide, et mon collègue me dira si je suis dans les temps pour essayer de garder 15 minutes à la fin pour que vous puissiez me poser des questions. Alors, qu'en est-il de ce débat sur les risques? Qu'est-ce que nous pouvons tirer pour essayer de comprendre les implications éthiques? Pensons d'abord aux effets du changement climatique. Je ne vais pas entrer dans les détails puisqu'on en a parlé il y a 15 jours, mais on sait que ces effets, ces conséquences se présentent à l'échelle mondiale, qu'il y a une inégalité puisque ce sont les plus pauvres dans les zones les plus pauvres du monde qui vont être frappées. Et les effets de ce changement climatique sont persistants. Donc, caractéristique, c'est l'inégalité, la nature mondiale de ces effets qui vont durer très longtemps. Et ils ont une nature complètement différente en termes de politique économique que les autres effets d'autres actions politiques et économiques. Mais ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi l'ampleur de ces effets dont on a parlé la dernière fois également. En général, en analyse économique, on parle d'effets plutôt limités, alors qu'ici, ils sont d'une grande ampleur. Ils vont affecter tous les aspects de la vie humaine, la richesse, l'éducation, les lieux où nous vivons, et vont conduire à des migrations et à des conflits.
Et puis, nous parlons aussi d'une restructuration drastique des sociétés et des économies et des systèmes et politiques à la suite de l'ampleur de ce changement climatique et des migrations et des changements démographiques qu'ils vont induire. Donc, ce sont des conséquences peu courantes. Ce ne sont pas les petits changements auxquels on pense lorsque l'on réfléchit à des projets d'investissement, par exemple, qui vont accélérer le temps de voyage, par exemple, lorsque l'on investit en infrastructure. Ici, il s'agit d'une ampleur complètement différente. Les investissements se mesurent en termes de bienfaits que l'on peut obtenir, mais ici, les conséquences sont beaucoup plus profondes. Maintenant, qu'en est-il des causes? Si l'on veut réfléchir à nos actions, il faut aussi connaître les causes. Une fois encore, c'est complètement différent d'une analyse politique traditionnelle. Les causes sont internationales, mondiales, elles sont présentes partout, dans tous nos actes, dans tous nos gestes. Il y a une production de gaz à effet de serre, plus ou moins élevée, et une différence très importante en fonction du niveau de richesse des individus. En général, ce sont les plus riches qui vont émettre plus de gaz à effet de serre que les autres. Donc, si l'on considère les causes, dans l'ensemble, on parle d'une échelle et d'une dimension complètement différentes des causes courantes que l'on observe dans les changements économiques. Je vous ai donc parlé des effets, je vous ai parlé des causes, et maintenant, la scène étant claire, on comprend pourquoi le changement climatique apparaît de façon tout à fait aiguë dans les analyses politiques et économiques. Il faut tenir compte donc de l'éthique qui est encore plus importante dans ce domaine. Il y a une double injustice. Les plus pauvres sont ceux qui vont être touchés en premier et le plus fortement. Et ce sont les riches qui concourent le plus aux problèmes induits par le changement climatique. Donc, un gros problème d'inégalité. Et on se pose aussi une grande question en termes de responsabilité. Beaucoup des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont dus à des émissions du passé. Bien entendu, la politique à mettre en place va consister à maîtriser les émissions à l'avenir et à induire des changements. Mais lorsqu'on réfléchit aux responsabilités des uns et des autres, quelles conclusions devons-nous tirer de nos responsabilités pour les actions à venir et qui va supporter le coût de ces futures actions? Ce sont des questions difficiles. Les économistes réfléchissent très rapidement et disent voilà, l'histoire, c'est du passé, on démarre maintenant. Le passé ne compte pas parce que ce qui compte, ce sont les politiques futures. C'est une perspective, un point de vue très courant en économie. Il n'est pas évident que ce soit correct. Certains disent que nous avons une responsabilité pour ce qui s'est passé et que si nous sommes à l'origine du problème, il est peut-être de notre devoir d'essayer de résoudre ce problème. Si l'on pense aux dégâts issus des problèmes de l'amiante, vous savez qu'il y a beaucoup de procès qui sont en cours et on considère que les employeurs sont responsables des problèmes de santé des employés qui ont été exposés à l'amiante, même si en tant que chef d'entreprise, vous ne connaissiez pas les méfaits de l'amiante et de ce qu'elle pouvait provoquer sur ses employés. Cela pose de gros problèmes, de grosses questions morales et légales. Il n'y a pas une seule réponse à ces questions, mais ce sont des questions importantes, à mon avis. On ne peut pas les ignorer ou les balayer du revers de la main selon le principe qu'il s'agit d'une action du passé. Nous devons nous poser des questions très difficiles.
sur la prise de décision qui vont affecter l'avenir et les générations futures de façon tout à fait drastique. Dans les démocraties, ceux qui participent aux prises de décision peuvent en être affectés. Dans les démocraties qui fonctionnent bien, si elles fonctionnent bien, eh bien, moi, j'ai la capacité de participer au processus de prise de décision qui vont m'affecter par la suite. Mais les générations futures n'ont pas directement cette possibilité de participer à ces prises de décision qui concernent les émissions aujourd'hui et qui les affectent très profondément. Alors, que devons-nous faire dans ce contexte? Quels sont nos devoirs? Quelles sont nos responsabilités au nom des générations futures? Est-ce que nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de l'environnement et des autres espèces, pas uniquement de l'espèce humaine? Toutes ces questions sont d'une importance essentielle dans ce domaine et pour lesquelles il n'y a pas une seule réponse. Alors, en économie, il y a des approches standards. Je suis un économiste. Je connais toutes ces approches standards, mais je pense qu'il faut aller au-delà de ces approches. Je pense qu'il y a ici des personnes dans cette salle qui ne sont pas économistes. C'est votre choix. C'est de votre faute. Vous auriez pu être des économistes. En tout cas, pour ceux d'entre vous qui ne le sont pas, je voudrais faire un petit rappel sur ce que l'on fait généralement en économie. On dit généralement ce que l'on produit, ce sont des biens et des services pour des personnes qui les consomment. Donc, on considère les actions, on considère les politiques du point de vue des effets des biens et des produits consommés. Ce sont des conséquences que nous identifions comme conséquences importantes. Et puis, on a ce concept d'utilité. Si nous agrégons l'ensemble de ces conséquences et de ces changements, on peut se dire, si je travaille plus, je peux obtenir beaucoup plus de produits, de biens, donc mon utilité change et l'on évalue les conséquences d'un nouveau bien d'infrastructure, une nouvelle politique, une nouvelle usine, un nouveau pont, en fonction des biens et services pour les personnes et de l'utilité que cela peut représenter pour ces personnes. C'est une description tout à fait schématique de cette approche économique. Vous comprendrez très aisément que c'est une approche très réductrice et étroite. L'on ne tient compte que des conséquences. Maintenant, posons-nous cette question d'ordre moral. Il y a des gens d'un village, d'une zone rurale, d'un pays, quel que soit le pays, cela n'a pas d'importance, qui organisent un combat de chiens. Et les seules personnes qui sont au courant de ce combat sont les personnes de ce village. Ils organisent ce combat et ils le vivent, ils l'expérimentent. Est-ce que l'on doit considérer que c'est un événement qui a été organisé par ces personnes, événement de nature sociale, avec un combat de chiens, et ils se sont amusés à cet événement, mais personne, selon notre hypothèse, n'a été affecté par ce combat de chiens. De l'extérieur, nous pouvons nous dire les chiens ont été blessés, les humains se sont amusés. On ne peut considérer que le plaisir des humains si on ne considère que les humains, mais on peut aussi considérer les animaux et se dire que les animaux ont souffert. Mais si le plaisir des humains était supérieur, cela les a rendus très heureux. Les animaux ont été peu blessés et c'est une bonne chose. C'est une vue utilitariste qui considère uniquement les conséquences de cet événement. Je pense que beaucoup d'entre nous ici se poseraient quelques questions un petit peu angoissantes ici, parce qu'on ne serait pas complètement convaincu que ceci a contribué à améliorer le bonheur des êtres humains.
Cet exemple nous montre que ce ne sont pas uniquement les conséquences des actes, ce sont aussi les types d'actes. Qu'est-ce qui est implicite dans ces actes et qu'est-ce que cela va apporter? Est-ce que c'est acceptable moralement? Beaucoup de ce que nous faisons en économie ne nous donne pas la possibilité de se poser cette question directement. On peut rendre les débats utilitaristes plus sophistiqués, on peut parler des règles, des actes, de l'utilitarisme. Il y a des philosophes qui ont réfléchi à cela, mais je pense néanmoins que cette question montre que cela va au-delà des conséquences des actes. Je n'ai pas le temps, bien entendu, de m'y attarder. Ce n'est pas un cours de philosophie, mais nous pouvons commencer à nous poser des questions sur les droits et les devoirs. Qu'en est-il des générations futures? Ont-ils des droits? Est-ce que notre génération a le devoir de respecter les droits des générations futures? Quels sont ces droits lorsqu'on pense aux générations futures? Ce sont les questions qui, à mon avis, méritent d'être étudiées. Donc, les droits et les devoirs vont nous permettre d'aller au-delà de cette approche purement utilitariste et focalisée sur les conséquences. Et je pense que ces questions ne peuvent être mises de côté, considérées comme peu pertinentes lorsque l'on parle des droits et des devoirs. Elles sont très pertinentes lorsqu'il s'agit du changement climatique. J'ai déjà dit que les droits et les devoirs dans une société nous permettent de voir plus clairement mon devoir de respecter les droits des autres. C'est la même chose pour les autres. Il y a une symétrie, une réciprocité. Et cette réciprocité est moins claire, moins évidente lorsqu'on parle d'une transmission d'une génération à une autre. Il y a, dans le domaine philosophique, une analyse qui va au-delà des conséquences et des droits et devoirs. Il y a la question de la vertu. Qu'est-ce que le comportement vertueux? Et j'espère que pour la majorité d'entre nous, ce comportement vertueux exclurait le combat de chiens dont je viens de parler. Organiser et assister à un combat de chiens, c'est quelque chose que nous voyons comme d'immoral et de non acceptable de façon inhérente. Je pense que la majorité d'entre nous en conviendront. Donc l'idée d'une personne bonne, vertueuse, est quelque chose d'important et cela remonte très loin, au moins à Aristote. Et je vais le dire très franchement, on peut reconnaître une bonne personne de la même façon que l'on peut reconnaître un bon violoniste. Je ne sais pas définir un bon violoniste dans le sens mathématique formel, mais nous pouvons reconnaître que nous venons d'entendre un bon violoniste ou que nous avons été en compagnie d'une personne bonne. Alors, on peut se demander comment toutes ces idées de vertu ont été établies. C'est peut-être par l'expérience de différentes sociétés, familles et communautés, en se confrontant à celles-ci, que nous apprenons les différents types de comportements et comment ceux-ci vont affecter nos relations, notre mode de travail. Donc il y a une relation entre la notion de vertu et le fonctionnement des sociétés, des communautés et des familles. C'est une des façons de comprendre la vertu. Ce n'est certainement pas la seule. Le problème avec le changement climatique, c'est que
toute notion d'une base évolutionnaire de valeurs et de vertus est très difficile parce que nous avons vu que beaucoup de sociétés se sont autodétruites parce qu'elles n'ont pas été capables d'avoir des êtres humains qui vivaient ensemble ou qui vivaient ensemble en relation avec l'environnement. Nous espérons tirer les enseignements des expériences de ces sociétés. Ils nous permettent de comprendre ce que sont les bons comportements. L'apprentissage à partir des erreurs fait partie du processus d'évolution. Si l'on a un point de vue très formel sur l'évolution, vous êtes obligé d'apprendre par les erreurs parce que sinon vous risquez de mourir, mais vous pouvez avoir une vision plus douce de ce processus évolutif. Mais avec le changement climatique, ça ne peut pas marcher. On n'a qu'une seule planète. Si on ne comprend pas que cette planète est vulnérable et fragile au point qu'on la détruit, ce sera trop tard pour la sauver. Ce sera peut-être utile pour une autre planète occupée par des êtres humains de constater que la planète Terre a été détruite par des comportements irrationnels et destructifs. Ils vont apprendre de nos erreurs. Ce sera très utile pour eux, mais pour nous, ça ne le sera probablement pas. Donc, l'histoire de l'évolution peut peut-être faire partie des bases, des fondations de quelques notions et quelques aspects de la vertu qui, à mon avis, pourraient s'appliquer de façon tout à fait judicieuse ici. Maintenant, je voudrais passer à quelque chose de plus précis. J'ai été très général jusqu'à présent pour vous montrer qu'il nous fallait différentes perspectives pour comprendre ces politiques. Maintenant, je voudrais parler du droit à émettre. Ceci a fait l'objet de débats très animés à Copenhague et même avant et aujourd'hui après. Est-ce qu'on a le droit d'émettre? Est-ce qu'il y a une égalité de droit à émettre parmi tous les êtres humains? Est-ce qu'on a tous le droit d'émettre 1 tonne, 2 tonnes par an? Est-ce que l'on peut affirmer cela? On peut déclarer ça? Ma réponse à cela est de toute évidence non. Je ne pense pas que l'on ait le droit d'émettre. Je ne pense pas qu'il y ait de fondement philosophique qui puisse justifier une telle idée. On parle souvent du droit à partager. Ainsi, par exemple, en France, on peut partager les sentiers de randonnée, on peut partager les parcs nationaux aux États-Unis, quelle que soit notre situation sociale, notre religion, etc. Tout le monde a le droit de partager des endroits publics. Mais je ne pense pas que l'on puisse être d'accord pour dire que l'on a le droit de détruire un bien public. Je n'ai pas le droit d'arracher un arbre d'un parc national. Je ne peux pas dire que quelqu'un aux États-Unis bénéficie du même droit d'arracher une fleur ou un arbre dans un parc national parce que les émissions, à l'image de cette destruction, sont à l'origine de dégâts. Lorsque l'on parle de droit, nous parlons souvent de la possibilité de participer en tant qu'acteur à la société, le droit à l'éducation, à l'enseignement, à l'école primaire. Cela fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Je pense que la plupart d'entre nous considèrent que le droit aussi, c'est d'abord le droit d'être acteur dans la société sur une base égalitaire. Et je pense que c'est une perspective très importante. Elle repose sur la notion d'égalité, l'égalité en tant qu'acteur dans la société. Mais je ne pense pas que le droit à émettre puisse être vu dans cette perspective. Il y a un droit à l'égalité des chances et au développement. Donc voilà pour les droits. Maintenant, la question est de savoir qui est responsable des émissions. Est-ce que ce sont les producteurs ou est-ce que ce sont les consommateurs? Encore une question très difficile et à laquelle je dirais que les deux, à savoir les consommateurs et les
producteurs partagent cette responsabilité vis-à-vis des émissions. Et ça, c'est une question très difficile. Lorsqu'on arrive aux aspects pratiques, qui va essayer de faire quoi dans des discussions telles que celles qui ont été menées à Copenhague en décembre et celles qui vont se dérouler à Mexico, la Chine est en train de mettre cette question sur le devant de la scène et ce n'est pas une question abstraite, c'est une question politique très difficile. Est-ce que ce sont ceux qui achètent les biens produits en Chine qui sont responsables des émissions ou est-ce que c'est la Chine et les producteurs chinois qui sont responsables? De mon point de vue, c'est une responsabilité partagée. Nous profitons de biens de consommation à faible coût et il y a également les producteurs en Chine. Mais ce sont là des questions très pratiques dont il nous faut traiter. Dans la littérature, plusieurs auteurs ont soulevé la question de la durabilité. Est-ce que les générations à venir ont le droit d'avoir le même niveau de vie que nos générations ont connu? Certaines personnes disent que oui, je peux voir combien cet argument est attractif, mais c'est une question dont il faut débattre. Donc, voilà pour ce qui est de la durabilité. Nous ne pouvons pas transférer aux générations à venir exactement ce que nous avons vécu. Il y aura évidemment des changements du fait de notre simple présence sur cette planète. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut que tout bien produit, toute ressource naturelle devrait être transmise dans le même état aux générations à venir. En revanche, quand on parle de durabilité, ce que l'on entend, c'est la capacité globale à envisager tous ces biens, qu'il s'agisse de capital naturel ou d'infrastructures ou de tout ce qui nous entoure. Et à ce moment-là, ce que l'on dit, c'est que les générations futures aient au moins les mêmes opportunités que nous d'atteindre un certain niveau de vie. Donc il faut parler en termes agrégés. Vous avez certaines personnes qui arguent du fait que certaines ressources naturelles ont une importance toute particulière. Et notamment, dans la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, on dit qu'il faut que les émissions de gaz à effet de serre doivent être stockées. Il ne faut pas que ces stocks dépassent un certain point. Dans ce contexte, on dit que la durabilité est là associée aux concentrations en gaz à effet de serre. Il ne faut pas passer ces stocks de gaz à effet de serre au-delà d'un certain niveau. Donc, dans l'ensemble, à partir de cette discussion très rapide des questions philosophiques difficiles qui sont en lien avec le changement climatique, j'aimerais maintenant vous exposer quelques perspectives très larges et voir, car nous savons que les conséquences de ces perspectives auront une grande importance sur nous. Et bien entendu, tout le travail d'analyse devra être concentré sur les conséquences. Et en se concentrant sur les conséquences, je ne voudrais pas non plus laisser de côté certains de ces problèmes éthiques qui sont tout à fait fondamentaux et difficiles. Maintenant, qu'en est-il j'en passe au chapitre 2 de ma leçon qui porte sur l'actualisation. Là, c'est quelque chose de très économique. Et je suis conscient du fait que vous n'êtes pas tous des mathématiciens. L'actualisation est un domaine d'analyse sur lequel il est facile de vraiment parler de mathématiques et d'économique de façon très compliquée. Je vais essayer d'être aussi accessible que possible et je vais essayer de ne vous donner que les grandes bases. Soyons d'abord très clairs sur ce qu'est la définition de l'actualisation. L'actualisation, c'est la comparaison entre un bénéfice apparaissant dans le futur par rapport à un bénéfice présent aujourd'hui. C'est cela que l'on appelle l'actualisation. Et si vous prenez un bien, peu importe le bien, on peut parler de pommes par exemple, on peut comparer des pommes l'année prochaine à des pommes cette année. Et l'on peut se poser la question suivante, quelle est la valeur d'une pomme supplémentaire l'année prochaine par rapport à la valeur d'une pomme supplémentaire cette année? De mon point de vue à moi, aujourd'hui, maintenant, je décide aujourd'hui et maintenant si je vais consommer une pomme cette année ou une pomme l'année prochaine.
Et la question que je pose, c'est quelle est la valeur? J'ai des choix. Je peux économiser et acheter des pommes l'année prochaine. Et si j'achète une pomme l'année prochaine, eh bien, en économisant un petit peu d'argent cette année, quelle sera la valeur de la pomme l'année prochaine par rapport à la valeur d'une pomme cette année? C'est ce qu'on appelle le facteur d'actualisation. Ou si je dis qu'une pomme l'année prochaine a une valeur de K et qu'une pomme cette année a la valeur de 1, alors K est le facteur d'actualisation. Vous multipliez 1 par K et vous obtenez la valeur de la pomme l'année prochaine. C'est ce qu'on appelle le facteur d'actualisation. Et ce taux d'actualisation, c'est le taux de la diminution du facteur d'actualisation. Donc, si K est 2% inférieur à 1, s'il est équivalent à 0,98, à ce moment-là, on dira que la valeur d'une pomme l'année prochaine, vue de mon point de vue ici, aujourd'hui, cette valeur est 2% inférieure à la valeur d'une pomme cette année. Et c'est ce qu'on appelle le taux d'actualisation. Et le processus que je viens de vous décrire, c'est celui de l'actualisation. Et formellement, le taux d'actualisation, c'est le taux de diminution du facteur d'actualisation. Donc c'est là une idée tout à fait simple que l'on utilise, qu'on utilise en économie pour calculer ce qu'on appelle la valeur actuelle, la valeur présente. On fait notre comptabilité en monnaie d'aujourd'hui, en argent d'aujourd'hui, et on appelle ça la valeur actuelle. Et si l'on mène des actions qui ont une action positive sur la valeur actuelle, eh bien, nous sommes dans une meilleure situation que si nous prenions des actions qui auraient une valeur négative sur la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle nous dit que les bénéfices sont supérieurs aux coûts et vice-versa. Donc, c'est la base de l'analyse coût-bénéfice et le rôle de l'actualisation dans ces processus. Donc, tout ceci est très important dans les discussions sur les changements climatiques et c'est la raison pour laquelle je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ça, c'est une question de définition. Jusqu'à présent, je vous ai présenté l'actualisation en termes de définition. Je vous ai dit ce qu'était le concept. Mais ce que je vous ai dit est très important parce que les concepts nous démontrent que tout va dépendre des biens que l'on va choisir comme numéraire. Donc, le bien que j'ai choisi, moi, comme numéraire dans l'exemple, était la pomme. Donc, tout va dépendre de la pomme. Tout va dépendre également de la période considérée. Le taux d'actualisation entre cette année et l'année prochaine et entre l'année prochaine et l'année d'après, eh bien, il n'y a aucune raison que ce taux soit le même. Donc, tout va dépendre de la période considérée. Je fais le lien entre cette période et la période à venir, mais j'aurais pu faire le lien entre d'autres périodes et calculer le taux d'actualisation entre ces périodes, mais il n'y a aucune raison que ces taux soient les mêmes. Par ailleurs, il n'y a aucune raison que ce taux d'actualisation soit le même entre les personnes. J'ai parlé de moi et de pommes. Eh bien, du point de vue d'une autre personne, le facteur d'actualisation et le taux d'actualisation pourraient être tout à fait différents parce qu'ils ont cette autre personne aura une autre consommation que la mienne. Donc, les analyses coût-bénéfice nous disent que le taux d'actualisation dépend donc du bien choisi, de la période considérée et de la personne qui possède le bien. Et ce sont là trois facteurs fondamentaux associés à l'actualisation et qui ne sont malheureusement pas toujours très bien compris dans le domaine de l'analyse économique ou en dehors du domaine de l'analyse économique. Donc maintenant, essayons de voir ça un petit peu plus en profondeur et posons-nous la question de pourquoi actualiser. Eh bien, j'anticipe que l'année prochaine, j'aurai beaucoup de pommes et cette année, je n'ai pratiquement pas de pommes. Eh bien, la valeur d'une pomme supplémentaire l'année prochaine va être très bas par rapport à la valeur d'une pomme supplémentaire cette année. La valeur d'un verre d'eau
dans les pays où l'eau est rare est très différente de la valeur d'un verre d'eau dans les pays où il y a abondance d'eau. Donc tout ceci nous montre immédiatement que lorsque l'on réfléchit aux facteurs d'actualisation, il nous faut réfléchir au taux d'actualisation et il nous faut réfléchir à la quantité de biens en question que nous sommes susceptibles d'avoir, que nous serons susceptibles d'avoir. Si l'on parle à un niveau très général, si je me dis, bon, je pense être très riche à l'avenir, à ce moment-là, le facteur d'actualisation sera fortement contre une unité supplémentaire dans l'avenir. Le taux d'actualisation sera fort. Je vais actualiser fortement les bénéfices à venir parce que dans l'avenir, j'anticipe d'être très riche. Et ceci peut être vrai ou pas. C'est pas vrai, mais c'est peut-être une hypothèse raisonnable pour certaines personnes à certains moments. Lorsque l'on parle de changement climatique, de mon point de vue, il ne s'agit pas d'une hypothèse raisonnable. Si nous sommes négligents et si nous n'avons pas des actions énergiques dans le domaine du changement climatique, la probabilité que nous soyons pauvres à l'avenir est très élevée pour toutes les raisons que j'ai exposées dans ma première leçon. Donc l'actualisation qui part du principe que nous serons plus riches à l'avenir semble être en contradiction avec tout ce que nous comprenons des risques qui sont associés au changement climatique. Donc je pense que l'actualisation, qui consiste à dire que nous serons plus riches à l'avenir, n'est pas une base saine pour réaliser une actualisation dans le contexte du changement climatique. Maintenant, nous pouvons actualiser pour des raisons autres que celles que je viens de décrire. Nous pouvons actualiser tout simplement parce que tout cela ne nous intéresse pas et après tout, on s'en moque un peu de l'avenir des générations futures. Je suis là aujourd'hui dans le présent et c'est tout ce qui m'intéresse. Et c'est une position, vous pouvez adopter ce point de vue, je ne peux pas vous empêcher de l'avoir. C'est une position que vous pouvez essayer de défendre et dont on peut discuter. Et certaines personnes seront peut-être d'accord avec vous, d'autres non. Mais c'est une raison d'actualisation que nous appelons l'actualisation en temps réel. C'est-à-dire qu'on actualise l'avenir pour une raison très différente de celle que j'ai exposée. C'est tout simplement vous actualiser parce que l'avenir peu vous importe. Soit parce que vous ne serez plus là et que du coup vous vous en moquez de vos descendants, ou parce que vous pensez que vous serez là, mais que peu vous importe ce qui va se passer dans l'avenir. C'est une position que vous pouvez décider d'adopter et c'est ce qu'on appelle l'actualisation en temps réel. Maintenant, ici, pour les mathématiciens qui seraient présents dans cette salle, j'ai exposé de façon assez formelle cette idée sur laquelle plus le taux est élevé, plus le taux de croissance est élevé, plus le taux d'actualisation est important. Et j'introduis également de façon formelle l'idée de cette actualisation en temps réel. Et en bout de tout, vous avez ici la formule, un peu cachée par Gabriel, mais si vous regardez ici cette formule, G est le taux de croissance. Donc, fort taux de croissance égale plus d'actualisation. Vous multipliez par état qui vous dit combien vous valorisez les biens à l'avenir et vous les valorisez moins qu'aujourd'hui. Et ici, c'est le taux d'actualisation en temps réel. Mais ceci étant, ce sont des formules mathématiques. Je comprendrais qu'elles ne vous intéressent pas outre mesure, mais ce sont les approches à l'actualisation des biens pour l'avenir. Maintenant, comment se poser la question de savoir si nous devons nous inquiéter d'avoir moins à l'avenir? Maintenant, ici, une approche avec des arguments philosophiques ici que je voudrais vous proposer comme expérience de réflexion. Vous prenez, par exemple, dans un panier, les ressources de la personne A, qui est 5 fois plus riche que la personne B. Donc, je fais un transfert
et je mets tout dans un panier. Si je perds quelque chose du panier, je continue à me dire que c'est une bonne idée parce qu'après tout, la personne A est tellement plus riche que la personne B que ça vaut le coup de faire le transfert. Et posons-nous la question, combien est-ce qu'on va pouvoir perdre du panier si la personne A est 5 fois plus riche que la personne B? Jusqu'à quel point on est prêt à avoir un panier qui fuit? Si eta est égal à 1, la formule mathématique nous dit qu'on est prêt à perdre 80% de notre panier, jusqu'à 80% du panier, tout en continuant à penser que c'était une bonne idée de transférer. Donc vous prenez le coefficient eta de la personne A, qui est donc 5 fois plus riche que la personne B, et si il ne reste que 20% à l'arrivée, dans le panier, cela restait une bonne idée. Si eta est égal à 2, alors on peut se permettre de perdre jusqu'à 96% de ce qu'on a mis dans le panier. Sur 1000 millilitres, il peut rester, on peut en perdre 96% tout en se disant que ça reste une bonne idée. Donc là, comment allons-nous voir quelle est la valeur d'État? Eh bien, c'est une question dont les économistes et les philosophes ont beaucoup débattu, de savoir si État est égal à 1 ou égal à 2. Et moi, ce genre de discussion m'inquiète un petit peu. Je pense que lorsqu'on réfléchit en termes de changement climatique, les risques sont tellement énormes que ce type de discussion, franchement, n'est pas très approprié. Mais je vous la propose parce que c'est vrai que c'est une question qui inquiète les économistes. Pour moi, les inquiétudes sont tellement énormes que peu m'importe que État soit égal à 1 ou égal à 2, je pense que de toute façon, ça ne fait aucun sens d'accepter de prendre ces risques. Mais voilà, dans le cadre de ces discussions, ce genre de discussion permet de se poser les questions de ses propres valeurs. Certaines personnes vous diront, OK, vous avez le droit d'avoir un débat intérieur, on est dans un pays libre et si vous voulez avoir un débat avec vous-même, au contraire, allez-y. Mais regardons maintenant ce que font les gens, les choix que nous faisons collectivement en tant que société. Qu'est-ce que nous faisons concrètement lorsque nous sommes face à ces choix en matière de distribution? Eh bien, nous inventons des systèmes fiscaux, des systèmes de transfert. Et est-il possible d'identifier dans ces systèmes, par ces systèmes fiscaux et de transfert, est-il possible d'identifier quelle valeur sociale applique quelle société? Est-ce que l'on peut regarder ce que font les gens et en déduire leurs valeurs, leurs critères? Quand on essaye de faire cela, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème étant que si nous essayons de dire par un système fiscal quelles sont nos valeurs, nous devons avoir des hypothèses quant au comportement des gens. Parce que dans un système de taxation, on a aussi des systèmes d'encouragement. Donc on ne veut pas avoir un impôt sur le revenu de 100% parce que plus personne ne travaillerait. Donc ensuite, tout va dépendre des encouragements au travail et des jugements et des comportements des gens. Donc, nous devons faire des hypothèses sur le comportement des personnes par rapport à un système de fiscalité. Et ce modèle, qui n'est pas une histoire éthique, qui parle des comportements des gens, va faire partie des décisions générales qui devront être prises en matière de système de fiscalité. Donc, on présuppose que les comportements des gens vis-à-vis d'un système de taxation vont être influencés par les hypothèses que nous avons prises par rapport à leur comportement.
Donc, ça, c'est une problématique. C'est une chose assez facile que d'essayer de dériver des valeurs par rapport à des décisions, mais par contre, modéliser l'environnement, et dans ce cas, le système d'encouragement et de bonus, ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Et lorsqu'on essaye de le faire, on se rend compte qu'il existe des valeurs très, très différentes. Et mon collègue Tony Atkinson ont essayé d'étudier tout cela et se sont rendus compte que si vous étudiez simplement le cas d'un seul pays avec différents types de politiques, vous obtenez des systèmes de valeurs qui semblent être tout à fait incohérents. Et si vous les mesurez avec la valeur État dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez trouver des valeurs d'État très élevées, d'autres très basses, et d'autres qui se situeront dans la moyenne. Donc, c'est très difficile de travailler de cette façon. Et pour moi, ce n'est pas la façon la plus simple de travailler. On peut travailler en se basant sur les incertitudes, en étudiant les comportements d'épargne, en voyant les comportements d'épargne aujourd'hui, en les anticipant pour les générations à venir. On peut essayer d'extraire des valeurs, enfin de comprendre des valeurs dans tout cela. Mais encore une fois, on va se retrouver devant le problème de la modélisation. Si on présuppose qu'il y aura un progrès technologique très rapide, et on se dit que ce progrès technique va m'amener à des richesses dans l'avenir, mais si on se dit que le progrès technologique va être lent, on va plus épargner parce que on ne sera pas forcément plus riche à l'avenir. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet de dire dans le comportement d'épargne? C'est les gens épargnent parce qu'ils anticipent que les progrès technologiques seront lents, ou ils s'épargnent parce qu'ils veulent préparer l'avenir pour les générations à venir. C'est très difficile de dire cela. Donc, il est très difficile de comprendre et de modéliser ces valeurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'actualisation en temps réel. Je ne vais pas y revenir plus longtemps, mais quelquefois, les gens aiment cette idée d'actualisation en temps réel parce qu'elle démontre le manque de certitude que nous serons ici. Par exemple, émettons l'hypothèse que je sache de façon certaine que d'ici 100 ans, la planète va disparaître. J'ai une information tout à fait confidentielle et je sais que dans 100 ans, il y aura une catastrophe épouvantable qui va détruire la Terre dans 100 ans. Eh bien, si je sais cela, je ne vais peut-être pas me soucier de produire des bénéfices pour la 101e année dans l'avenir. Ça n'a pas beaucoup de sens puisque de toute façon, nous ne serons plus là. Et bon, évidemment, je caricature, mais c'est une explication toute simple pour laquelle les gens pensent que l'actualisation en temps réel est justifiée parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui se produise et qui détruise la planète. Et donc, on fait une actualisation en temps réel par rapport à notre probabilité d'être ou de ne pas être sur cette planète. Et un taux d'actualisation en temps réel de 1% que vous trouvez ici donnerait une probabilité de 37% que la civilisation humaine soit présente sur la planète d'ici 100 ans. Bon, ça semble être faible, mais ceci n'est pas petit. Et cela dit qu'on a 37% de probabilité d'être ici, ce qui veut dire 63% de probabilité de ne pas être sur cette planète. Et ça me paraît être une vision relativement pessimiste quant à l'avenir de notre planète. Je ne vous parle même pas de changement climatique. Je vous parle d'une catastrophe différente. Donc je pense que tout cela est très difficile. Il est très difficile de trouver des arguments pour justifier cette actualisation de préférence pure pour le temps présent. Et maintenant, passons à autre chose. J'ai consacré du temps à tout cela parce que c'est un sujet brûlant en économie et mon collègue Roger Guellery et moi-même allons organiser une conférence ici au Collège de France au mois de juin, au cours de laquelle nous allons discuter de ces problématiques d'actualisation. Et
Ceci pour vous montrer combien les économistes s'intéressent à ces sujets. Et c'est un sujet très intéressant et très important. Je ne veux pas le balayer d'un revers de main, mais de mon point de vue, de la perspective du changement climatique, ça reste très étroit comme vision par rapport à l'ampleur des conséquences potentielles. Mais ceci étant, c'est une question importante, c'est pour cela que je voulais l'aborder. Ceci étant, permettez-moi une dernière remarque. Les économistes, beaucoup de mes collègues aiment parler de la valeur et de l'éthique, mais la majorité des économistes n'aiment pas parler d'éthique. Ils aiment parler, je trouve que cela est intéressant, mais que ça c'est la responsabilité du grand rabbin, du pape, de l'archevêque ou de qui autre. Mais que ce n'est en tout état de cause pas la responsabilité des économistes. Et ils vous disent, voyons, est-ce qu'il y a des données qui nous permettent de voir ce dont nous avons besoin? Prenons nos taux d'intérêt, nos taux d'actualisation. Ça va peut-être nous dire ce que nous avons besoin de savoir. Et pour moi, il s'agit là d'une erreur énorme et fondamentale qui en entraîne beaucoup d'autres en cascade. D'abord parce qu'il ne s'agit pas là d'un problème marginal. Pour toutes les raisons que je vous ai décrites jusqu'à présent, ce n'est pas une question d'investir aujourd'hui un petit peu dans un pont et d'obtenir les bénéfices du pont à l'avenir. Il s'agit là de risques énormes planétaires. Donc tout ce que je vous ai parlé sur les taux d'actualisation reflète une croissance progressive. Ce n'est pas le problème ici. Ici, c'est quelles sont les probabilités de croissance ou de déclin, quelles sont les probabilités que nous avons de croissance ou de déclin et quels sont les chemins que nous devons prendre. Et bien souvent, les problèmes d'éthique sont oubliés dès que l'on commence à introduire ces facteurs de taux d'actualisation dans le débat. Donc ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, lorsque l'on essaye d'importer les taux d'intérêt des marchés pour calculer les taux d'actualisation, cette deuxième erreur est associée au fait qu'il n'y a pas de marché à long terme pour la décision collective. Il n'existe pas de marché qui reflète les intérêts pour une société à investir collectivement sur une période de 100 ans. Cela, on ne peut pas le voir sur les marchés. Et même si ces marchés existaient, il y aurait tous les problèmes de ce qu'on appelle les imperfections des marchés, le problème d'information, etc. Donc ça, c'est un deuxième problème. Donc tout d'abord, ces marchés n'existent pas pour couvrir les périodes de temps et les types de décisions dont nous parlons. Et si ces marchés existaient, on sait que ces marchés seraient pleins d'incertitudes et de problèmes d'information. On peut dire qu'il est tout à fait important d'avoir des marchés pour la consommation agrégée, mais ce n'est pas le seul problème. Il y a une autre dimension au problème, qui est la dimension environnementale des biens et des services. Et tout va dépendre des types de biens qui seront consommés. Si nous pensons que la disponibilité des services environnementaux va baisser, alors le taux d'actualisation devrait être négatif parce que nous aurons beaucoup moins de ces services à l'avenir. Et dans ce sens, nous aurons beaucoup plus soif et faim de biens environnementaux à l'avenir. Donc pour toutes les raisons que je viens de décrire, on ne peut se permettre d'évaluer l'avenir en regardant ce que nous disent les marchés. C'est une erreur. Et c'est une erreur même grossière que de porter cet argument. Donc, voici ce que je voulais vous dire maintenant en matière d'actualisation. Et je voulais maintenant en passer à un autre point, à savoir comment est-ce que nous pouvons réconcilier l'éthique et le risque. Parce que ce qui devrait être très clair à présent, c'est que tout ce que nous devons faire, c'est combiner une analyse du risque à nos attitudes dans l'avenir. Et pour ce qui est des politiques, il faut voir quels seront nos comportements à l'avenir et quels sont les risques qui vont
mener à des décisions que nous considérons comme étant des décisions raisonnables. De nombreux analystes ont essayé de construire ce que l'on appelle des modèles d'évaluation. I've run ahead of. Here I am. Nous y voilà. Can you intervene if I fall behind on Si vous voyez que je ne suis pas avec les PowerPoint, vous pourrez les mettre à l'écran. Nous y voilà. if I fall behind? As you can see, I don't like just to read from the. Je n'aime pas me limiter à la lecture des PowerPoint et je m'emporte dans ma présentation et j'ai besoin de quelqu'un pour appuyer sur le prompteur pour que vous ayez la planche qui correspond à ce que je suis en train de dire. Si vous voulez les lire après la conférence, sachez que les fichiers PowerPoint sont mis à disposition par le Collège de France sur le site Internet du Collège. Alors, comment associer risque et éthique? On parle pour ce faire de modèles d'évaluation, c'est-à-dire qu'on va essayer de modéliser une description du processus scientifique lié au changement climatique et les risques qui en découlent et la valeur que l'on affecte à cela. Ce n'est pas idiot. Le problème dans ces modélisations, c'est qu'il est techniquement difficile de traiter ces modèles par l'informatique. Il faut donc les simplifier et parfois la simplification conduit à une sous-estimation des risques parce que sinon les calculs seraient beaucoup trop compliqués. Ceci dit, c'est une bonne idée d'essayer de le faire. À mon avis, c'est une bonne idée, mais cela ne nous permet pas d'avancer très loin. Donc, je préfère de loin la méthode qui consiste à ne pas essayer de compenser les différents modèles, mais plutôt de se pencher sur la question de la gestion des risques. Ceci dit, je vais vous présenter un petit peu ces modèles. Ces modèles d'évaluation intégrés, MEI en français, sont forcément fondés sur des agrégats de données de consommation. Il y a des risques énormes associés à la santé, à l'éducation et au développement humain que j'ai présentés et qui font un fil rouge dans tous mes exposés qui sont très importants. Ils n'apparaissent pas forcément dans ces modèles agrégés. Donc, à force de simplifier pour le calcul, on peut omettre ou oublier d'autres facteurs qui sont extrêmement importants. C'est lié à une approche très simpliste aussi de l'éthique avec uniquement des deltas qui sont observés dans les résultats des calculs et c'est là le risque de la sursimplification. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ces modèles, dans le rapport Stern, le chapitre 6 y est consacré. Ce n'est jamais qu'un des 27 chapitres du rapport. C'est un chapitre qui a beaucoup attiré l'attention des économistes. Nous l'avons intégré dans le rapport parce que nous pensons qu'il est important de le faire. Maintenant, je ne pense pas que cela permet de tirer beaucoup plus d'enseignements au sujet de ces modèles d'évaluation. Maintenant, je voudrais essayer de vous expliquer pourquoi ces modèles d'évaluation ont des défauts. C'est parce qu'on ne tient pas compte, par exemple, des migrations, des situations des réfugiés, etc. Et puis, les risques sont minimisés, sont sous-estimés. Vous avez ici une description du type de risque qui a été modélisé. Ici, je fais référence à différents auteurs qui figurent également dans le rapport Stern. Sur l'axe horizontal, vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas le voir très bien ici, mais ici, vous avez 1 degré, 2 degrés centigrades, 3 degrés, 4 degrés, 5, 6 degrés ici,
Donc une échelle qui va de 0 à 6 degrés. À 5 degrés Celsius, comme je l'ai dit la dernière fois, nous n'avons pas observé cela pendant 30 millions d'années. On ne sait pas ce que c'est, mais on peut dire en toute certitude que cela va bouleverser la planète, migration, conflits, etc. Eh bien, les modèles d'évaluation disent, 5 degrés, cela signifie 2 à 3% de perte de PIB. Et à mon avis, c'est le type de sous-estimation ou de simplification des conséquences du changement climatique qui sont issus de ces modèles formels. Donc, j'ai déclaré que beaucoup de ces questions de changement climatique, lorsqu'ils passent dans ces modèles de calcul et d'évaluation, sont amoindris dans leurs effets. Même si nous les avons utilisés pour certaines mesures dans le rapport Stern, je suis très prudent quant à l'utilisation de ce type de modèle. Maintenant, je m'accorde 5 minutes maximum de pause et puis ensuite je reprendrai pendant environ 45 minutes pour qu'ensuite nous ayons un peu de temps pour les questions à la fin. Je vous remercie.